Radio Arson, une série de podcasts proposée par la bibliothèque de la Villa Arson. Nous recevons aujourd'hui Vanina Géré dans le cadre de la série de podcasts intitulée « Une bibliothèque peut en cacher une autre », série où nos invités, en réponse aux propositions faites par la bibliothèque de la Villa Arson, reconstituent leur bibliothèque personnelle et professionnelle. Historienne et critique d'art, spécialiste de la place des femmes dans l'art contemporain, Vanina Géré est enseignante en histoire et théorie des arts à la Villa Arson. Elle a publié 2 livres sur l'artiste afro-américaine Kara Walker, un en 2019 aux Presses du Réel et un autre en 2022 chez MIT Press. Passionnée de bande dessinée, elle vient nous en parler aujourd'hui au micro de Radio Arson. Aujourd'hui, nouveau volet de la série « Une bibliothèque peut en cacher une autre ». On reçoit Vanina. Bonjour. Qui boit son café. On est un peu avant l'ouverture de la bibliothèque et un peu avant le début des cours pour elle. Donc voilà, on va fureter dans les rayonnages de la bibliothèque et on va parler un peu de BD. J'ai déjà sorti plein de choses. T'as un peu triché. Oui, donc je sais pas si je vais te laisser fureter autant que tu le voudrais, mais voilà. Alors, pour moi, c'est très important de parler de bande dessinée dans une école d'art et dans un contexte d'art contemporain parce que j'ai grandi avec de la BD, j'ai grandi avec les comics, les Strange, les 4 Fantastiques qu'on achetait même pas à la librairie, mais à l'épicerie bar tabac du coin. J'ai grandi avec beaucoup de bandes dessinées classiques, Tintin, Astérix. Et puis l'amour de la BD, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté, mais que j'ai un petit peu délaissé pendant mes études très institutionnelles. Avec un parcours très ciblé sciences humaines, très sérieux. Et en fait, quand je suis arrivée en échange aux États-Unis, à New York, il y avait Robert Storr, qui donc est assez important en tant que commissaire d'exposition et critique d'art et lui-même artiste, qui a beaucoup écrit sur Philip Guston par exemple. Il y avait Robert Storr qui donnait son tout dernier séminaire, parce qu'il allait partir après, sur la bande dessinée. Et alors j'étais extrêmement impressionnée parce que je me suis dit waouh, là, on est dans le temple de l'histoire de l'art institutionnel à l'Institute of Fine Arts, à l'Upper East Side de New York University, et il y a un séminaire sur la bande dessinée. Ça, c'était en 2006 ou 2007. Et à l'époque, ça me paraissait révolutionnaire. Et donc j'ai suivi le séminaire de bande dessinée, donc c'était essentiellement de la bande dessinée américaine, donc c'est pour ça que j'ai sorti Chris Ware, parce que c'est grâce à Storr que j'ai découvert Chris Ware, Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth, qui m'avait énormément saisi avec le système de cases, de moment à moment, puis sa construction labyrinthique, combinatoire, et aussi le sentiment de glaciation émotionnelle très profonde autour de ce personnage qui est incapacité par une enfance sans amour, voilà. Et la manière dont c'est construit, voilà. Donc en fait, c'est là que j'ai compris que la bande dessinée c'était un objet légitime. Et on allait souvent, et donc comme j'ai eu la grande chance, privilège d'étudier à New York University pendant 1 an, on avait accès à toutes les bibliothèques privées de toutes les universités privées de New York, donc avec des bibliothèques ouvertes tout le temps, avec de très belles collections. Et donc, un jour, en furetant dans la bibliothèque, justement, j'ai trouvé ceci, Hothead Paisan, Homicidal Lesbian Terroriste, qui est quand même le titre le plus percutant du monde. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Alors, c'est une bande dessinée qui a été réalisée par Diane Di Massa, qu'elle a commencé comme fanzine, qu'elle envoyait à des lectrices. Pour un public essentiellement lesbien. Donc 93, la bande dessinée a été publiée aux éditions Cléis Press.
Donc, c'est l'histoire de Hothead Paisan, qui est une New-Yorkaise italienne-américaine qui boit trop de café, mais qui ne fume pas, qui ne boit pas et qui ne se drogue pas, qui se laisse un petit peu, qui devient une espèce de super-héroïne qui combat le patriarcat, l'hétéropatriarcat de manière très active. Avec beaucoup d'objets contondants. Et en fait, qui naît parce qu'elle a regardé trop la télévision américaine et donc, en fait, elle s'est laissée phagocyter le cerveau par les représentations des femmes et des hommes qu'il peut y avoir à la télévision. Donc en fait, ce qui est déjà très intéressant dans cette bande dessinée, qui est très punk par son dessin, tu vois, qui est pleine de points d'exclamation, qui est une bande dessinée avec un style quand même très vif, c'est qu'en fait, il y a dès le départ une distanciation. C'est pas je suis une lesbienne opprimée et je vais vous raconter ma vie et pourquoi je suis énervée contre le patriarcat. C'est comment est-ce que Hothead Paisan, l'héroïne, a pu voir le jour. C'est notamment parce que elle a trop la tête dans les représentations. Alors, c'est pas une manière de dire que l'hétéropatriarcat est pas incroyablement oppressif, et il y a des séquences de Hothead Paisan qui sont assez savoureuses. Par exemple, quand elle s'attaque au mouvement anti-avortement, que ce soit au corps médical, que ce soit à tous les hommes qui veulent contrôler les corps des femmes. Bon, il y a beaucoup de scènes de, comment on dit déjà, de castration. Donc voilà, c'est pas une bande dessinée qui mâche ses mots, mais c'est une bande dessinée qui a une forte conscience d'elle-même, tout en étant une bande dessinée très spontanée, très punk. Et c'est ça qui est très très intelligent dans Hothead Paisan, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est punk, mais c'est punk avec vraiment une distance, avec une autoréflexivité, avec un vocabulaire et une pensée politique très sophistiquée, en fait. C'est ça qui est assez génial. Et puis bon, le dessin est quand même savoureux, là, tu vois, il y a Hothead Paisan qui s'est déguisée en drague avec un look super femme. Parce que elle veut, c'est ça, elle veut prendre la fuite, donc elle doit faire des provisions au supermarché. Enfin bon, c'est voilà. Et il y avait un étudiant aux Beaux-Arts de Nancy quand j'enseignais à Nancy. On organisait avec Frédéric Wecker, qui va curater avec moi l'exposition de Montpellier. On organisait un séminaire sur la bande dessinée qui à l'époque s'intitulait We think comics have a lot more to say than we give them credit for. Et qui maintenant, quand c'est Frédéric Frédéric le fait tout seul maintenant, et ça s'appelle Tous BD. On faisait lire cette bande dessinée de Hothead Paisan, et il y avait un étudiant qui avait choisi cette bande dessinée pour faire son évaluation du semestre. Et il avait dit qu'il avait été extrêmement choqué par la bande dessinée. Bon, c'était un étudiant, c'était un jeune homme hétéro, voilà. Mais qu'en fait, quand il relisait attentivement la BD, il se rend compte qu'il n'y avait pas tant de violence que ça. C'était pas une BD si violente que ça. Et si on prend Hothead Paisan par rapport à une BD alternative, indépendante, que ce soit Crumb ou que ce soit d'autres qui l'ont suivi, ou les pâles suiveurs de Crumb, ben on se rend compte qu'en fait c'est une bande dessinée où il y a assez peu d'actes de violence, mais c'est une telle riposte et il y a tellement peu l'habitude d'entendre une voix comme celle-là que tout de suite ça fait dresser les cheveux sur la tête. Enfin, pas pour tout le monde, moi ça m'a pas fait dresser mes cheveux sur la tête, mais c'est la bande dessinée qui m'a aussi fait comprendre que j'avais le droit d'être en colère. J'avais 22 ans quand j'ai lu ça, et ça a changé ma vie parce que c'est là que j'ai compris que non seulement j'étais pas la seule à être en colère, mais qu'il y avait des manières de l'exprimer en bande dessinée, qu'il y avait des héroïnes lesbiennes, des BDas lesbiennes, et qu'il y avait cette énergie-là qui existait, quoi. Et ça, c'était une grande libération pour moi. Voilà. Alors après, j'ai sorti Alison Bechdel, l'essentiel des Aiguilles à suivre. Qui pourrait être une suite logique, ou même... et Julie Doucet, par exemple, si je te mets Julie Doucet dans les mains. Julie Doucet, c'est une bonne question, Julie Doucet. Du coup... Le journal. Le journal chez l'association. Il y a Dirty Plot aussi. Non, c'est Fantastic Plot. Ouais.
Julie Doucet, bien sûr, on l'a lu aussi dans le cadre de ce séminaire avec Rob Storr. Donc à l'époque, j'avais effectivement été très saisie par Julie Doucet, que ce soit son dessin, que ce soit les histoires qu'elle racontait. Il y a par exemple des histoires, il y a une histoire très très forte où il y a un type qui la ramène chez elle et qui n'arrête pas de dire qu'il va pas lui faire de mal, qu'il ne faut pas qu'elle ait peur. Et puis pendant ce temps-là, il la déshabille et il finit par la violer. Donc une construction très intelligente autour de la question du viol par sidération dans cette histoire. Mais en fait, justement, j'ai relu Julie Doucet il n'y a pas longtemps. Notamment parce que j'avais en tête tous les strips qu'elle avait faites sur sa relation à l'alcool dans son processus de création, quand j'étais en train de préparer la conférence sur l'art et les addictions. Et en fait, Julie Doucet, je trouve que pour moi, enfin dans ma construction personnelle, c'est pas quelqu'un qui remet tellement en cause l'ordre symbolique. Même si elle a une façon très intéressante de dessiner, de construire ses histoires, c'est une vraie conteuse de bande dessinée. Mais aujourd'hui, Julie Doucet, même si je la conseillerais bien sûr à de jeunes artistes ou à lire, voilà, c'est plus quelqu'un qui m'aide à penser. C'est plus quelqu'un qui m'aide à penser, voilà. Mais bon, ça retire pas tous les mérites de son grand travail. Hein. Julie Doucet, c'est une grande autrice de BD, mais voilà. Et alors, Alison Bechdel, L'essentiel des Gouines à suivre, je l'ai sorti. C'est pas tant une suite logique de Hothead Paisan, parce que, alors après, je l'ai lu après, mais c'était plus un hasard de parcours qu'autre chose si je l'ai lu après. C'est que, en fait, c'est un livre fondamentalement universel et qui peut être compris à tous les âges et qui peut être compris parce que c'est une vie, c'est la description de la vie quotidienne de cette communauté de lesbiennes qui vivent des choses difficiles, par exemple l'homophobie parentale, le risque de perdre la garde de leur enfant pour la deuxième mère, Clarisse, qui peuvent aussi qui vont manifester contre la guerre en Irak. Radio Arson, une série de podcasts proposée par la bibliothèque de la Villa Arson. Nous recevons aujourd'hui Vanina Géré dans le cadre de la série de podcasts intitulée « Une bibliothèque peut en cacher une autre », série où nos invités, en réponse aux propositions faites par la bibliothèque de la Villa Arson, reconstituent leur bibliothèque personnelle et professionnelle. Historienne et critique d'art, spécialiste de la place des femmes dans l'art contemporain, Vanina Géré est enseignante en histoire et théorie des arts à la Villa Arson. Elle a publié 2 livres sur l'artiste afro-américaine Kara Walker, un en 2019 aux Presses du Réel et un autre en 2022 chez MIT Press. Passionnée de bande dessinée, elle vient nous en parler aujourd'hui au micro de Radio Arson. Aujourd'hui, nouveau volet de la série Une bibliothèque peut en cacher une autre. On reçoit Vanina. Bonjour. Qui boit son café. On est un peu avant l'ouverture de la bibliothèque et un peu avant le début des cours pour elle. Donc voilà, on va fureter dans les rayonnages de la bibliothèque et on va parler un peu de BD. J'ai déjà sorti plein de choses. Hein. T'as un peu triché. Oui, donc je sais pas si je vais te laisser fureter autant que tu le voudrais, mais voilà.
Alors, pour moi, c'est très important de parler de bande dessinée dans une école d'art et dans un contexte d'art contemporain parce que petite, j'ai grandi avec de la BD, j'ai grandi avec les comics, les Strange, les 4 Fantastiques qu'on achetait même pas à la librairie, mais à l'épicerie bar tabac du coin. J'ai grandi avec beaucoup de bandes dessinées classiques, Tintin, Astérix. Et puis l'amour de la BD, c'est quelque chose qui m'a jamais quitté, mais que j'ai un petit peu délaissé pendant mes études très institutionnelles. Avec un parcours très ciblé sciences humaines, très sérieux. Et en fait, quand je suis arrivée en échange aux États-Unis, à New York, eh ben, il y avait Robert Storr, qui donc est assez important en tant que commissaire d'exposition et critique d'art et lui-même artiste, qui a beaucoup écrit sur Philip Guston par exemple. Eh ben, il y avait Robert Storr qui donnait son tout dernier séminaire, parce qu'il allait partir après, sur la bande dessinée. Et alors j'étais extrêmement impressionnée parce que je me suis dit waouh, là, on est dans le temple de l'histoire de l'art institutionnel à l'Institute of Fine Arts, à l'Upper East Side de New York University, et il y a un séminaire sur la bande dessinée. Ça, c'était en 2006 ou 2007. Et à l'époque, ça me paraissait révolutionnaire. Et donc j'ai suivi le séminaire de bande dessinée, donc c'était essentiellement de la bande dessinée américaine, donc c'est pour ça que j'ai sorti Chris Ware, parce que c'est grâce à Storr que j'ai découvert Chris Ware, Jimmy Corrigan, The Smartest Kid on Earth, qui m'avait énormément saisi avec le système de cases, de moment à moment, puis sa construction labyrinthique, combinatoire, et aussi le sentiment de glaciation émotionnelle très profonde autour de ce personnage qui est incapacité par une enfance sans amour, voilà. Et la manière dont c'est construit, voilà. Donc en fait, c'est là que j'ai compris que la bande dessinée c'était un objet légitime. Et on allait souvent, et donc comme j'ai eu la grande chance, privilège d'étudier à New York University pendant 1 an, on avait accès à toutes les bibliothèques privées de toutes les universités privées de New York, donc avec des bibliothèques ouvertes tout le temps, avec de très belles collections. Et donc, un jour, en furetant dans la bibliothèque, justement, j'ai trouvé ceci, Hothead Paisan, Homicidal Lesbian Terroriste, qui est quand même le titre le plus percutant du monde. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'autres. Alors, c'est une bande dessinée qui a été réalisée par Diane Di Massa, qu'elle a commencé comme fanzine, qu'elle envoyait à des lectrices. Pour un public essentiellement lesbien. Donc 93, la bande dessinée a été publiée aux éditions Cleis Press. Donc c'est l'histoire de Hothead Paisan, qui est une New-Yorkaise italienne-américaine qui boit trop de café, mais qui ne fume pas, qui ne boit pas et qui ne se drogue pas, et qui se laisse un petit peu... qui devient une espèce de super-héroïne qui combat le patriarcat, l'hétéropatriarcat de manière très active, avec beaucoup d'objets contondants. Et en fait, qui naît parce qu'elle a regardé trop la télévision américaine, et donc en fait, elle s'est laissée phagocyter le cerveau par les représentations des femmes et des hommes qu'il peut y avoir à la télévision. Donc en fait, ce qui est déjà très intéressant dans cette bande dessinée, qui est très punk par son dessin, tu vois, qui est pleine de points d'exclamation, qui est une bande dessinée avec un style quand même très vif, c'est qu'en fait, il y a dès le départ une distanciation. C'est pas je suis une lesbienne opprimée et je vais vous raconter ma vie et pourquoi je suis énervée contre le patriarcat. C'est comment est-ce que Hothead Paisan, l'héroïne, a pu voir le jour. C'est notamment parce que elle a trop la tête dans les représentations. Alors, c'est pas une manière de dire que l'hétéropatriarcat est pas incroyablement oppressif, et il y a des séquences de Hothead Paisan qui sont assez savoureuses. Par exemple, quand elle s'attaque au mouvement anti-avortement, que ce soit au corps médical,
que ce soit à tous les hommes qui veulent contrôler les corps des femmes. Bon, il y a beaucoup de scènes de, comment on dit déjà, de castration. Donc voilà, c'est pas une bande dessinée qui mâche ses mots, mais c'est une bande dessinée qui a une forte conscience d'elle-même, tout en étant une bande dessinée très spontanée, très punk. Et c'est ça qui est très très intelligent dans Hot Head Paisan, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est punk, mais c'est punk avec vraiment une distance, avec une autoréflexivité, avec un vocabulaire et une pensée politique très sophistiquée en fait. C'est ça qui est assez génial. Et puis bon, le dessin est quand même savoureux là, tu vois, il y a Hot Head Paisan qui s'est déguisé en drague avec un look super femme. Parce qu'elle veut, c'est ça, elle veut prendre la fuite, donc elle doit faire des provisions au supermarché. Enfin bon, voilà. Et il y avait un étudiant aux Beaux-Arts de Nancy, quand j'enseignais à Nancy, on organisait avec Frédéric Wecker, qui va curater avec moi l'exposition Montelier, on organisait un séminaire sur la bande dessinée qui à l'époque s'intitulait We think comics have a lot more to say than we give them credit for. Et qui maintenant, quand c'est Frédéric Frédéric le fait tout seul maintenant et ça s'appelle Tous BD. On faisait lire cette bande dessinée de Hot Head Paisan et il y avait un étudiant qui avait choisi cette bande dessinée pour faire son évaluation du semestre. Et il avait dit qu'il avait été extrêmement choqué par la bande dessinée. Bon, c'était un étudiant, c'était un jeune homme hétéro, voilà. Mais qu'en fait, quand il relisait attentivement la BD, il se rend compte qu'il n'y avait pas tant de violence que ça. C'était pas une BD si violente que ça. Et si on prend Hot Head Paisan par rapport à une BD alternative, indépendante, que ce soit Crumb ou que ce soit d'autres qui l'ont suivi ou les pâles suiveurs de Crumb, ben on se rend compte qu'en fait c'est une bande dessinée où il y a assez peu d'actes de violence, mais c'est une telle riposte et il y a tellement peu l'habitude d'entendre une voix comme celle-là que tout de suite ça fait dresser les cheveux sur la tête. Enfin, pas pour tout le monde, moi ça m'a pas fait dresser mes cheveux sur la tête, mais c'est la bande dessinée qui m'a aussi fait comprendre que j'avais le droit d'être en colère. J'avais 22 ans quand j'ai lu ça et ça a changé ma vie parce que c'est là que j'ai compris que non seulement je n'étais pas la seule à être en colère, mais qu'il y avait des manières de l'exprimer en bande dessinée, qu'il y avait des héroïnes lesbiennes, des BDas lesbiennes, et qu'il y avait cette énergie-là qui existait, quoi. Et ça, c'était une grande libération pour moi. Voilà. Alors après, j'ai sorti Alison Bechdel, l'essentiel des Guines à suivre. Qui pourrait être une suite logique, ou même... et Julie Doucet, par exemple, si je te mets Julie Doucet dans les mains. Julie Doucet, c'est une bonne question, Julie Doucet. Du coup... Le journal. Le journal chez l'association. Il y a Dirty Plot aussi. Non, c'est Fantastic Plot. Ouais. Julie Doucet, bien sûr, on l'a lu aussi dans le cadre de ce séminaire avec Rob Store. Donc à l'époque, j'avais effectivement été très saisie par Julie Doucet, que ce soit son dessin, que ce soit les histoires qu'elle racontait. Il y a par exemple des histoires, il y a une histoire très très forte où il y a un type qui la ramène chez elle et qui n'arrête pas de dire qu'il ne va pas lui faire de mal, qu'il ne faut pas qu'elle ait peur. Et puis pendant ce temps-là, il la déshabille et il finit par la violer. Donc une construction très intelligente autour de la question du viol par sidération dans cette histoire. Mais en fait, justement, j'ai relu Julie Doucet il n'y a pas longtemps. Notamment parce que j'avais en tête tous les strips qu'elle avait faites sur sa relation à l'alcool dans son processus de création, quand j'étais en train de préparer la conférence sur l'art et les addictions. Et en fait, Julie Doucet, je trouve que pour moi, enfin dans ma construction personnelle, c'est pas quelqu'un qui remet tellement en cause l'ordre symbolique. Même si elle a une façon très intéressante de dessiner, de construire ses histoires, c'est une vraie conteuse de bande dessinée. Mais aujourd'hui, Julie Doucet, même si je la conseillerais bien sûr à de jeunes artistes ou à lire, voilà, c'est plus quelqu'un qui m'aide à penser. C'est plus quelqu'un qui m'aide à penser, voilà. Mais bon, ça retire pas tous les mérites de son grand travail. Julie Doucet, c'est une grande autrice de BD, mais voilà. Et alors, Alison Bechdel, l'essentiel des Guines à suivre.
Je l'ai sorti. C'est pas tant une suite logique de Hothead Paisan, parce que alors après je l'ai lu après, mais c'était plus un hasard de parcours qu'autre chose si je l'ai lu après. C'est que en fait c'est un livre fondamentalement universel et qui peut être compris à tous les âges et qui peut être compris parce que c'est une vie, c'est la description de la vie quotidienne de cette communauté de lesbiennes qui vivent des choses difficiles, par exemple l'homophobie parentale, le risque de perdre la garde de leur enfant pour la deuxième mère, Clarisse, qui peuvent aussi, qui vont manifester contre la guerre en Irak. Bref, il y en a une qui est avocate pour les droits de l'environnement. Donc, c'est une communauté lesbienne. Il y en a une qui dirige un foyer pour femmes victimes de violences conjugales. Donc, c'est vraiment des femmes qui vivent dans leur quotidien des choses qui ne sont pas drôles, mais c'est raconté vraiment comme un soap opéra, et c'était le principe que Bechdel voulait. Et donc, c'est centré sur ces faits quotidiens depuis une perspective lesbienne utopique. Et c'est tellement universel que je le lis à ma fille qui a 5 ans, et elle adore. D'accord ? Et c'est même pas moi qui lui ai mis entre les mains en disant « Tiens, ma chérie, tu vas être féministe, etc. » Non, non. Un jour, elle l'a vu. Elle a voulu que je le lui montre. Et maintenant, elle adore que je lui raconte les histoires. Alors bon, évidemment, j'enlève les parties où il y a du sexe, etc. Puis j'adapte à ce qu'elle peut comprendre. Mais c'est un livre qui la passionne. Parce que c'est les histoires du quotidien. C'est qu'est-ce que c'est que deux parents qui se disputent parce que elles sont pas d'accord, deux parentes qui se disputent parce qu'elles sont pas d'accord sur la manière d'élever leur petit garçon. Et voilà, elles sont dans un événement où et puis il y a le petit garçon qui est pas sage, ou alors elles vont à la bibliothèque et il y a le petit enfant qui renverse les livres, ou il y a les deux petits enfants qui jouent ensemble. Enfin, parce qu'il y a beaucoup de ou même les discussions d'adultes qui se prennent la tête entre elles, ça l'intéresse parce que, en fait, c'est le quotidien. Et c'est le quotidien qui est raconté dans les détails et avec beaucoup d'humour, beaucoup de sophistication. Et puis bon, je pense aussi que le dessin de Bechdel y est pour quelque chose, hein. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que, en fait, Alison Bechdel, c'est une bande dessinée que je continue à relire. Et à tous les âges. Ça fait maintenant 20 ans que je la relis régulièrement, en général dans les périodes où je me sens un peu voilà, où le moral n'est pas très bon et donc j'ai besoin de quelque chose pour me remonter le moral. Et ça fait toujours son effet, même si ces dernières années de moins en moins, parce qu'en fait la